Lorsqu'un ennemi commun fait surface, les frontières entre le bien et le mal se brouillent, et les camps éclatent au profit de la survie. Avec le dégel vient l'impuissance des titans face à la suprématie d'Eren Yeager, mais également le retour des ennemis d'hier, devenus finalement les alliés d'aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, plus aucun être vivant sur Terre ne sera capable d'arrêter le génocide mondial qui s'annonce. Personne. Bonjour à tous, voici Kita Et voici Kamal. et bienvenue dans l'analyse complète du 81e épisode de Shingeki no Kyojin. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit, et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. 俺はいらなかったんだ。エレン、お前が地下室に行かなくてはならないことを。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は。謝ってほしいのか。そのままわめき続けてろ。みんなケリー何かの奴隷だ。リヴァイ、進む。ありがとう。待っていたんだろう。この悪魔と戦ってほしい。ずっとお坊さん2000年前から見せてくれよ。誰かを。諦めてたまるか。待ってろよ、ファルコ。 Parce que le cycle de la vengeance et de la haine n'a pas de fin, voilà que la jeune Gabi Brown arbore les signes du chasseur qu'elle a pourtant juré d'éliminer. Finalement, toi et moi, on est pareil. Pour saisir l'importance de la jeune Eldienne et de son évolution vis-à-vis d'Eren Yeager, il faut se replonger quelques années auparavant, lorsque son auteur, Hajime Isayama, avait dessiné une version féminine de son personnage principal. En effet, la guerrière est en réalité directement inspirée de ce croquis, dénotant donc l'importance d'un autre Eren Yeager de l'autre côté de la mer, de l'autre côté du miroir. Une image d'abord symbolique via les actions de chacun pour blesser l'autre, devenue aujourd'hui réalité lorsque Gabi use de ce même miroir pour se préparer physiquement comme Eren lui-même l'avait fait devant un miroir. Rien de plus efficace qu'un mimétisme littéral pour illustrer leur reflet. Les deux jeunes gens ne sont que le reflet de l'un et de l'autre. Cependant, une nuance est à accorder à Gabi, une nuance qui résulte du triptyque du couteau que nous avons théorisé dans l'attaque des titans. Allez, 力の加減が下手だよ。次はお前がならず者をやる番だ。どうした？ En effet, en 10 ans d'écriture, le mangaka aura réfléchi au meilleur moyen de briser le cycle de la vengeance représenté dans son manga par un couteau, et propose ainsi 3 alternatives possibles dont seule la dernière ne présente aucun écueil. La première est d'enterrer le couteau, c'est la méthode Fritz. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, vous décidez d'enterrer le couteau et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Cependant, ignorer les horreurs de jadis, à l'instar du négationnisme dans notre monde, ne permet pas l'apprentissage de ces dernières pour ne plus les réitérer. Effacer donc la mémoire de son peuple pour l'abrutir le poussera toujours à chercher la vérité, comme le fit Erwin Smith. Alors, si cela ne fonctionne pas, il y a la deuxième solution. Brandir le couteau et perpétuer infiniment le cycle de la haine et de la vengeance. C'est la méthode Yeager, du chasseur, ce que fit Eren après Rainer Braun et ce qui poussera Gabi Brown à le reproduire à son tour après Eren. Ici, la victime devient le bourreau d'une nouvelle victime. C'est donc dans ce second écueil que l'auteur nous prouve plastiquement l'appartenance de Gabi comme nouvelle Eren au-delà des eaux. Comme lui, elle souhaite exterminer la menace qui plane sur son monde. Comme lui, elle a ce feu qui brûle dans son cœur et ce démon qui l'habite. Cependant, Gabi, elle, a un tour d'avance sur le chasseur. En effet, elle a été témoin de la troisième solution, la seule viable, l'unique possibilité.
conserver le couteau. Lorsque vous êtes en position de vengeance, le couteau en main, vous ne l'enterrez pas, vous ne le brandissez pas non plus. Vous le conservez aux yeux du monde, aux yeux de votre ennemi et des enfants, générations futures. Face à un tel geste, l'adversaire, comme les enfants, ne peuvent saisir que l'absence de manichéisme du monde dans lequel ils évoluent. Oui, la guerre a existé, mais il ne faut pas la nier. Oui, la guerre a existé et il ne faut pas chercher à se venger. Donc, face à ce couteau conservé, macabre totem, comme nous conservons les vestiges des guerres passées dans nos musées, l'histoire retiendra les erreurs commises autrefois pour ne surtout pas les répéter. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. En cela, Gabi saisit qu'au paradis, il n'existe pas de démons, avant que finalement, Niccolo reprenne les paroles d'Akuma no Ko, ending décidément riche de sens, à savoir qu'en chacun de nous réside l'enfant d'un démon. En chacun de nous réside ce pouvoir de faire de l'autre quelqu'un de mauvais. L'ennemi n'existe pas, et au final, nous en avons créé l'image tout seul dans nos cœurs. Ainsi, Gabi n'est pas seulement Eren Yeager, capable de brandir le couteau et de perpétuer le cycle de la vengeance. Non, elle est également la fille d'Arthur Brauss, premier homme de l'histoire à avoir conservé le couteau, démon ayant donc accepté de l'adopter. En effet, fille spirituelle d'Arthur après lui avoir volé la sienne, voilà que Gabi la devient finalement à travers une représentation plastique plus qu'explicite. Oui, Gabi Brown est également et avant tout Sasha Brauss, et pour lui avoir ôté la vie, elle héritera pour toujours de ses valeurs. Sasha, お前はこの世界がどうなってるか考えたことはあるんか。なぜここ数年森が減って獲物が取れなくなってきとるか考えたことはあるか。我々の一族も狩りをやめ森を明け渡すべきなんかもしれん。森から出るんだ。我々は世界に生かしてもらっとるからな。この森を出て他人と向き合うことはお前にとってそんなに難しいことなんか。 Celle que lui avait inculquée son père en saison 2. Pour l'illustrer, c'est naturellement au beau-fils d'Arthur, génération succédant au trappeur, qu'incombe la responsabilité de transmettre à Gabi, génération qui succédera au cuisinier, l'importance d'accepter l'étranger. Oui, c'était à travers un conflit xénophobe interne où Arthur Brauss expliquait à sa fille qu'il faut accueillir l'étranger qui n'a plus de maison, quitte à voir la forêt disparaître, qu'il nous parlait en réalité d'une échelle plus vaste encore, celle du monde. Cette forêt sont donc les trois murs constituant l'humanité première. Plus encore, nous avons tous cette forêt, havre de paix et de protection que nous devons quitter un jour pour découvrir le monde. Pour comprendre l'autre et saisir qu'il est comme moi, je dois sortir de mes bois. C'est donc en arrivant chez les démons pour la première fois que Gabi Brown était sortie de sa forêt. Eren Yeager, lui, cependant, n'a jamais souhaité sortir de sa forêt. Depuis toujours, sa philosophie s'oppose à la découverte de l'autre. Depuis tout petit, il le sait mais il le nie. Eren monte la garde devant cette forêt et s'assure que personne d'étranger n'y mette les pieds. Et si un jour les bois et ses habitants venaient à être menacés, alors ce seront ces arbres qui iront piétiner le monde entier. あの壁ってさ、石のつなぎ目とか何かが剥がれた跡とかなかったから、どうやって作ったのか分かんなかったんだけど、巨人の降下の能力で作ったんじゃないかな。兄がああなったように降下の汎用性は高い。巨人が壁を。 On ne peut plus donner d'ordre à Ymir Fritz, alors la petite fille et le petit garçon œuvrent en ce moment même ensemble. C'est ensemble qu'ils ont décidé de détruire les murs de paradis. Mais rappelez-vous ce qu'avait découvert Angie Zoé dans la saison 2. Ces murs, créés par la famille Fritz, sont en réalité de la même matière que la rigidification des titans. C'est pourquoi il est venu à l'idée du bataillon d'exploration d'utiliser la rigidification nouvelle d'Eren Yeager découverte dans la caverne Fritz pour boucher le mur Marion
Pandaria et le district de Shiganshina. Mais alors, si les murs ne sont pas en pierre, mais bien en rigidification de titan, pour libérer les colossaux, il faut annuler toute la rigidification du monde entier. Ce qui va avoir comme premier impact d'annuler le potentiel du cuirassé, et donc sa rigidification qui constituait son armure, mais surtout de briser le cocon de cristal du féminin de Annie Leonhardt.兄、俺が間違っていた。今さら許してくれとは言わない。けど一つだけ頼みがある。だから約束してくれ。帰ってくるって。La plus belle chose avec Annie ici, c'est que on a véritablement affaire à une capsule temporelle. Dans un manga qui change tellement de paradigme au fil des épisodes, nous ne regardons plus du tout le même animé que lorsque Annie avait été capturée. Il s'est passé tellement de choses, nous ne savions pas que nous étions sur une île, nous ne savions pas que les titans étaient des humains, nous ne savions pas qu'il existait des gens en dehors, nous ne savions pas qu'ils étaient dans un futur plus proche, nous ne savions même pas qu'on pouvait hériter des pouvoirs de titans, qui étaient les rois, quelle était l'histoire, et nous ne savions même pas qu'il y avait des traîtres à part Annie. Cette fille représente cette véritable capsule temporelle qu'on déterre. C'est comme lorsque nous déterrions des secrets enfouis du début du 20e, enterrés par des enfants, et on retrouve de toi photographie. Annie représente tout cet aspect du début du manga. C'était elle, la flèche d'argent, c'était elle, les ailes de la liberté, et maintenant on n'est plus du tout sur le même délire. アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。 Alors on peut qu'imaginer sa surprise et se demander qu'est-ce qu'elle va penser en sachant que Eren était celle qu'elle devait capturer, de son postulat à elle qui connaissait tout, c'était la fille qui savait tout, et aujourd'hui elle est la fille qui ne sait plus rien. C'était elle qui avait un tour d'avance sur l'humanité en saison 1 lorsqu'elle s'est faite avoir par Eren, Armin et Mikasa dans le sous-sol. Elle connaissait Mar, c'était une guerrière, elle connaissait le reste du monde, elle était tellement à des années-lumière de toute une humanité en termes de connaissances, et aujourd'hui elle se réveille en sachant que le garçon qu'elle voulait capturer est en train de détruire la ville d'où elle vient, le monde d'où elle vient. C'est renversant. Mais il avait prévenu, c'était dans le dernier épisode de la saison 1, en train de capturer Annie, qu'Eren l'avait dit « Je vais détruire le monde entier, je vais détruire ce monde ». C'était sûrement la dernière chose que la guerrière a entendue, et aujourd'hui elle se réveille et elle voit que Eren réalise sa vengeance. Promesse tenue. あら、お久しぶりです、レオンハートさん。ブラウンさん、あんたの息子を出迎えた時以来か。そういや寝たきりだったフーバーさん行っちまったんだって。ええ、息子が全てをマーレに捧げたことが誇りだといつもおっしゃっていました。きっと娘さんも立派に。死んでねえよ。兄は生きてる。帰ってくると約束したんだ。 Nous avons un épisode qui s'ouvre et qui se termine sur la famille Leonhardt. Alors que Annie fait son retour à la fin de l'épisode, le début lui s'ouvre sur sa promesse, sur son père. Annie Leonhardt doit rester en vie pour retrouver son père. C'est la promesse qu'elle lui a fait. Une représentation au double sens puisque dans un premier temps, grâce à une épaladiplose scénaristique, présenter le père et la fille en deux bornes du récit, d'abord l'objectif, puis le sujet même de cet objectif à la fin de l'épisode. Lorsqu'on voit Monsieur Leonhardt, c'est vrai qu'on se disait pas « Oh, il va y avoir Annie à la fin ». Pourtant l'objectif était inséré dès le début. D'autant plus, il y a une double lecture super terrifiante, elle doit retrouver son père et pourtant l'ouverture de l'épisode nous dit très clairement qu'ils vont tous mourir. Alors une course contre la montre effroyable se lance, Annie arrive à même pas à baver 2-3 mots que son père dans quelques heures finira écrasé par des titans. なんだ突然変な場所に。大丈夫かいレオンハートさん。聞いたか。あの島から
巨人が俺たちを殺しに来るって。Et c'est là toute la grandeur de Shingeki no Kyojin, c'est de une nouvelle fois renverser le récit. Cette fois, la course contre la montre, eh bien elle est pour Annie. On va avoir peur pour Annie qui veut sauver son père. Rappelez-vous de ses larmes à Annie qui sont très importantes, de ses premières larmes en tant que titan dans la forêt des arbres géants où on se disait mince, il y a quelque chose qui va pas, les méchants sont en train de pleurer. Et ensuite ses dernières larmes avant de se transformer en cocon pour la dernière fois. Annie est un personnage extrêmement humain. Annie était contente de voir que Armin voyait en elle quelqu'un de bien, elle culpabilise comme tous les autres guerriers, elle est dans le mal et aujourd'hui on a juste envie qu'elle arrive à atteindre son père, alors que pourtant c'était le titan féminin, c'était elle qui a tué le bataillon d'exploration, les squads de Levi, c'est elle qui nous a fait rager, on avait envie vraiment de la buter. Aujourd'hui on veut juste qu'elle survive contre Eren Yeager. Des larmes qui lui ont même sauvé la vie puisqu'elles ont surpris absolument tout le monde et le sujet principal, Eren, qui lorsqu'il les a vues n'a pas réussi finalement à la dévorer. Donc si Annie est vivante aujourd'hui, c'est grâce à ses larmes, c'est grâce à son histoire qui aura su toucher jusqu'à même le monstre qu'est Eren. Tout dans Shingeki no Kyojin a sa place, tout ce qui est dessiné, tout ce qui est raconté a son importance et au final on se rappelle aussi avec émotion que Annie avait épargné Armin en le découvrant sous sa capuche, ce qui a permis plus tard donc à Armin de la dévoiler au grand jour et de l'accuser en tant que traître. Tout à sa place, les larmes ont permis un petit instantané à Eren pour l'épargner, comme Annie avait avant épargné Armin. 俺は知ってたはずだ。現実ってやつ。普通に考えれば簡単にわかる。こんなでけえやつには勝てねえってことくらい。 Alors on revient dans le temps grâce à Annie, mais également grâce à cet épisode en général, puisque en effet, on est dans la forme comme dans le fond sur un véritable hommage au début de l'attaque des titans, ce qu'est vraiment Shingeki no Kyojin dans sa première lecture, à savoir les humains contre les titans, même pas primordiaux, contre les titans primaires et les titans purs, ceux qui font 10 mètres de haut, qui sont terrifiants, qui sont tout bêtes et qui prennent des gens pour les manger. C'était ça le tout début, encore une fois, la flèche d'argent et le fort de Trost. Aujourd'hui, transposé dans le fort de Shiganshina, vous savez, c'est tout le temps les mêmes forts dans chaque district et alors ici, plastiquement, l'auteur nous représente complètement la survie première de la 104e brigade grâce à Mappa. Merci, on a des premières scènes dessinées traditionnellement de tridimensionnalité qui sont superbes et qui nous replongent directement en plus avec Barricade, la fameuse musique de la saison 2, une véritable signature à la Wit Studio dans ce qui était au tout début de l'attaque des titans. Pour cela, on a des symboles très forts comme par exemple lorsque les recrues qui étaient donc à l'époque Jean Christstein et aujourd'hui qui sont la 110e division, les deux voient les titans devant ce mur et alors on comprend que l'attaque des titans refait surface. Cependant cette fois-ci, et je pense que c'est le meilleur moyen de montrer que l'œuvre a évolué à un point stratosphérique et surtout à un point complètement paradoxal qui n'a plus aucun sens, un vertige terrible, c'est que cette fois les titans c'est à cause d'Eren Yeager. Si on racontait ça au tout début, qu'on dirait tu verras exactement la même scène de terreur de ces gens face aux titans primaires dans un fort, seulement tout ça ce sera contrôlé par Eren, les titans seront contrôlés par le héros et alors forcément et comme à l'ancienne, tous les protagonistes doivent éliminer les titans d'un seul coup. 数は増えてない。作戦を続行する。よい。撃て！ C'est donc avec nostalgie qu'on se replonge au début du manga à la bataille de Trost, la reprise du district de Trost et surtout de son fort avec Jean Kirstein qui à l'époque par Marco Bolt était encouragé à prendre les devants vu que l'idiot suicidaire et sa témérité n'étaient plus là vu qu'il était déjà dévoré par un titan. Jean Kirstein devait prendre les rênes de la brigade de la 104e division et donc disait on va tous les attaquer d'un coup, le fort est pris d'assaut, on va tous y aller avec nos fusils dans cet ascenseur et on va tous tirer en même temps. C'est incroyable de voir qu'il se passe exactement la même chose 10 ans plus tard. Jean Kirstein s'affirme à nouveau comme leader et dit à tout le monde qu'il faut tirer en même temps sur les titans, cette fois avec la nouvelle technologie, les lances foudroyantes. 怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから
今何をすべきか明確にわかるだろう。 Jean qui s'affirme comme leader mais également comme vétéran maintenant, et quand on repense que c'est les squads de Levi et qu'on connaissait au tout début ces vétérans, on les voyait, on disait qu'est-ce qu'ils sont badass, en sachant que maintenant Jean finalement a dépassé tout ce stade et a tellement plus d'expérience que n'importe qui. C'est un véritable leader parce que Marco disait il comprend les faibles, il n'a pas cette témérité dont est tant jaloux Jean de Eren, à savoir que lui il ne foncera jamais dans le tas, c'est quelqu'un de plus réfléchi, c'est quelqu'un de plus modéré, c'est un Eren sans qu'on ait eu besoin de tuer sa mère, sans qu'il ait une rage en lui. Eren voulait sortir des murs pour se venger, Jean il voulait aller bien au centre des murs pour vivre une vie pépouse avec sa mère. Peut-être que Jean c'est un Eren finalement auquel on n'a pas pris sa mère. 俺たち悪魔だと決めつけて皆殺しにしようとしたばかりに。つまりこれは外の連中が招いた結果であって、俺たちにはどうすることもできなかった。そうだろう。 C'est ça qui fait toute la beauté de ce personnage qui est le plus humain de toute la brigade, je trouve, avec Connie, parce que quand on voit le grand terrassement, il est celui qui va rappeler à ses amis que c'est peut-être au final une bonne chose. Je trouve l'écriture tellement subtile et tellement juste, parce qu'au final on aurait pu très bien avoir la 104e division, elle qui se retrouve sur ce petit toit minable après toute leur aventure et tout, se dire directement « Waouh, faut qu'on arrête Eren, il va détruire le monde entier, il a fait son discours de méchant et tout, on va l'arrêter, on est des super-héros ». Non, au final on a Jean et son petit regard culpabilisateur, vous savez, il regarde sur le côté, il a déjà fait plusieurs fois, il va énoncer à voix haute le problème, la situation, pour essayer de s'auto-convaincre. Et c'est ce qu'il fait depuis le début du manga, depuis la mort de Marco. Tout le temps, il le dit à voix haute ce qu'il doit faire pour s'aider, pour se donner du courage et se dire ben peut-être que c'est comme ça. C'est un personnage qui est rempli de culpabilité, tout ce qu'il fait, il ne l'aime pas. Jean n'a jamais voulu être dans cette situation. Comme on disait plus tôt, c'est un Eren, mais à qui on n'a pas pris sa mère, il n'a pas d'esprit vengeur, il n'a pas toute cette témérité, il veut juste protéger ceux qu'il aime, et il se rend compte que c'est ce qu'est en train de faire Eren aussi. 怒らずに聞いてほしいんだけど、俺は調査兵団になる。 Jean c'est un personnage extrêmement juste dans son écriture, mais même juste en tant qu'être humain. C'est quelqu'un vraiment qui est trop noble, brave et juste. On voit qu'il souffre de ce qu'il dit, il n'aime pas dire que c'est mérité, mais en même temps, il le dit très clairement, et ça permet de pas prendre les lecteurs pour des cons. Finalement, nous en tant que spectateurs, on est là et on se dit, ça fait plaisir de savoir que le premier but du manga quand même est pas complètement évincé au profit de « Oh, il faut faire attention, Eren, ce qu'il fait c'est violent, venez, on va s'allier contre lui ». Non, ils sont là quand même et ils se disent, ben, en fait finalement il a fait ça pour nous, et c'est bien, je crois que c'est mérité, je suis désolé. Et puis, ce qui est horrible, il le sait, et c'est encore une fois une grande justesse en tant qu'être humain, il peut pas s'empêcher de dire quelque chose de terrible, c'est finalement les bénéficiaires de cette action, c'est nous. Et il le dit lui-même, tous les gens qui nous détestent, tous les gens qui rêvent, ils rêvent de nous voir morts, ils vont tous mourir et laisser une nouvelle terre. Et au final, ben, on a envie de presque d'y croire. À un moment, on a eu le déclic et on s'est dit, oh, imaginez au final, ben, il reste que nous, et genre, on fait des enfants et tout, et au final, ben, le monde est en paix. Putain, en fait, et genre pendant une seconde, on pense à cette terrible pensée, et après on se dit, ouais, mais non, j'en déconne pas. C'est exactement ce c'est qu'au trop final, beau. et ça fait écho à ce que dit, donc comme on l'a dit plus tôt en vidéo, ce que va dire Nicolo, sortir du bois. Parce que là, à ce moment-là, Jean, eh ben, il se dit, ah, je reste dans ma forêt. Ouais, c'est agréable. Qu'est-ce que je suis bien. Vous savez quoi, c'est peut-être une bonne chose. Je vais pas sortir de mon bois pour découvrir le monde entier. Et donc, en fait, au final, c'est ce qu'on disait, nous, dans la première partie de cette vidéo-là, eh ben, c'est la métaphore du couteau. Jean, il a, là, maintenant, il a le couteau, grâce au grand terrassement, et il se dit, bah, peut-être que c'est bien, peut-être que je vais le garder, Ouais. parce que lui, il était là depuis le début. Imaginez toutes les horreurs qu'ils ont vues pour Marco, où il l'a vu couper en deux, dévorer, à cause de tout ça, à cause des guerriers, à cause de Reiner, à cause de Mar, à cause de tous ces gens-là qui ont décrété pour aucune raison que leur génération et toutes celles qui va suivre sont des démons. Ils ont décrété ça à cause de l'histoire de leurs ancêtres, et donc aujourd'hui, Jean il se dit bah... Ils ont surtout décrété ça tout seuls à cause du grand terrassement. C'est ça qui est une dinguerie, c'est qu'ils se disent c'est les démons, ils peuvent déclencher le grand terrassement quand ils veulent, et c'est pour ça qu'il faut tous les tuer. Tant qu'à être insultés pour quelque chose dont on refuse, nous, depuis une centaine d'années, je dis nous, on va dire les Eldiens quoi, eh bien, d'empêcher de faire, bah tant qu'à se faire insulter et menacer de mort constamment, bah déclenchons-le. C'est dire, c'est tellement une dinguerie, c'est ce qu'il dit. Finalement, ils l'ont cherché, ils l'ont mérité. C'est même pas nous qui le voulions, c'est littéralement eux. Si eux, juste une seule seconde, ils s'étaient dit non, mais le grand terrassement, ils le font pas, c'est des bons gars. Littéralement, le roi Fritz, c'est ce qu'il a dit. Et bah, il se serait rien passé. Donc, au final, la faute de qui? Et Jean, ce couteau, il l'a avec lui, il peut le brandir. Il sait seulement pertinemment que s'il le brandit,
Après, ça va donner à l'autre de le brandir à nouveau, vous l'avez vu, c'est le second écueil et le cycle de la vengeance. Cependant, la position ici, elle est tellement historique, c'est qu'il se dit, ça se trouve, genre, je serai le dernier à le brandir, parce que ce qui se passe est tellement énorme, c'est tellement inimaginable que ça se trouve, vraiment, c'est la toute dernière fois que quelqu'un peut brandir le couteau. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'en finir comme ça, avec quelqu'un qui brandit le couteau tellement puissamment, qu'il annihile le monde entier? La position, elle est affreuse. Ça nous fait donc aussi penser au personnage de Connie. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on peut lui en vouloir de vouloir sauver sa mère qui a été transformée à cause des guerriers, à cause de Sig? Et donc, ça paraît naturel de vouloir refaire devenir sa mère humaine grâce à un guerrier. Sauf que là, c'est un enfant. Et on se rappelle de Falco qui juste avant avait dévoilé ses sentiments à Gabi, tout ce qu'il a fait, c'est un bon gars. S'il y en a un ici qui représente l'avenir de ce monde, le devoir de mémoire et surtout la compréhension et la tolérance, c'est le petit Falco. Et c'est celui que Connie, par son manque de connaissances, parce qu'il ne connaît pas ce gamin, veut le faire manger à sa mère. C'est ça qui est fou, c'est ce manque de connaissances là, c'est tout ça, ce manque de tolérance. Et aujourd'hui, Hajime Sayama, il a une nouvelle fois réussi son pari, c'est qu'on se dit, merde, j'adore Falco, j'adore Connie. Je sais pas où, il nous met dans des situations très délicates, l'auteur. Hein. Et puis quoi de mieux qu'un mangaka qui n'oublie absolument pas quand même tout ce qui s'est passé dans son œuvre, à savoir quand même que le mec qui est en train de lui dire « Ouais, mais non, c'est un gosse et tout », frérot, t'as quand même mangé Bertolt pour devenir un titan et survivre. 突撃するしか能のない団長、また自分だけ生き延びたのかい。特別な選ばれし者。キースさん、特別じゃなきゃいけないんですか？ La boucle de l'attaque des titans est bouclée pour nous présenter et nous plonger dans cet arc final qui est le grand terrassement. Et alors, quoi de mieux que de le faire, du coup, nous l'avons vu sous le signe plastique, et bien de référence des tout premiers chapitres, et forcément alors vient le personnage emblématique, celui qui est là depuis le tout début et qui du coup par essence représente le passé, représente l'ancienne institution et pour du coup représente les premières saisons. Kishadis, le terrible sergent instructeur de l'attaque des titans, il est là, il vous insulte, il vous dit de faire des tours de terrain, mais tout ça finalement, on comprend et c'est vraiment le message de « j'ai fait ça pour votre bien » parce que qui de mieux que l'ancienne génération pour faire la sale besogne? Il y aura toujours besoin des hommes comme eux pour faire ce que maintenant les jeunes sont incapables de faire. Nous on parle de ça, on est des pro-Jäger, non on n'est pas pro-Jäger, vous, le monde extérieur et tout ça, c'est tellement... Vous avez oublié qu'il faut tuer des titans. D'accord? Un moment, vous l'avez oublié, et la phrase, elle est incroyable. Cet homme-là, qui depuis le début, lui, ce qu'il sait, c'est à l'ancienne, il fait ça avec ses mains, quoi. Il arrive, il nous dit, quoi, vous savez plus comment vous battre? Vous savez plus, vous savez pourquoi vous êtes là de base? L'histoire, c'est les titans, les gars, hein. C'est pas les hommes contre les hommes, c'est les hommes contre les titans, réveillez-vous. Et Kishadis, pour ça, c'était magnifié grâce à Mappa. La musique, tout, et savoir qu'il y a un parallèle absolument graphique puissant avec l'arrivée de Levi dans la saison 1, pareil, c'est des images qui choquent et dont on se souvient. Ce over the shoulder magnifique, beaucoup trop jeu vidéo, où le personnage va se mettre du coup littéralement sa tête derrière l'épaule et regarder en mode « Et alors la bleusaille ?» Et c'était incroyable, c'était Levi face à Mikasa et Armin, c'est Kishadis face à la nouvelle division. Et ça permet toujours cette petite pincée d'épicness dont on a toujours besoin quand le mangaka il nous frappe constamment avec une chaîne en vélo goudronné, il nous frappe, et puis d'un coup il nous donne un petit truc épique. Et ça, c'est parfaitement représenté grâce à Kishadis qui s'était fait complètement annihiler par la bleusaille. On s'était dit mais c'est insupportable et puis c'est horrible pour le personnage. Et puis là forcément il revient et il va carrément les humilier en leur faisant la leçon, en leur disant « Vous m'avez frappé et je viens vous sauver ». 巨人襲撃時の志願しなく防衛訓練を行う。今さら剣で巨人のうなじを切りつけるなんてな。もう巨人なんて襲ってこねえだろ。敵は壁外の人間なんだぞ。時代はとっくに変わったってのに、もう古いんだよ。シャーディス教官は。 On peut pas s'empêcher, quand on voit Kishadis, de penser à la figure du vétéran, de celui qui a vécu la guerre et qui peut pas lui-même s'empêcher de dire oui c'est comme ça, la nouvelle génération, vous savez rien faire vous-même, vous êtes pas des brouillards et tout. C'est un peu ça le personnage de Kishadis, c'est son complexe d'infériorité, il a toujours été dans l'ombre, c'est juste un simple spectateur et lui-même n'est pas au courant de toutes les grandes choses qu'il accomplit et donc est obligé de le dire, est obligé de le montrer et ça nous fait penser donc juste avant son passage à tabac par la nouvelle
génération fasciste, c'était un moment très difficile, très cruel, et au final on se rend compte que ils ont besoin d'hommes comme lui, ils ont besoin de l'ancienne génération, parce que cette nouvelle division, ces jeunes, leurs nouveaux ennemis, c'est l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, mais pour Kish Adis, c'est pas ça. Kish Adis, lui, va toujours router pour les humains. Il va tout le temps affronter les titans. Et donc là, son retour, il fait extrêmement plaisir. Et il est surtout, comme on le disait, très épique. Eux, ils veulent se battre entre hommes, et lui, il est en train de dire non, non, nous, on est une nation unie, on est tous les mêmes, c'est la race contre les titans, et rien d'autre. 俺はもう妻や娘には会えないだろう。ジークが一言叫ぶだけで化け物になる。娘たちには伝えたいことがまだまだあったのにな。死んだも当然だ。 Humains et titans, alors forcément parlons des deux titans les plus humains de cet épisode, à savoir Nihlodok et Dot Pixis. Le premier qui voit sa boucle narrative complètement achevée sous le signe vraiment plastique terrifiant qui est celui qui sert uniquement le but de représenter le titan qui a mangé la mère de Kaya. C'est toujours ce titan qui fait environ 3 mètres de haut, un titan très maigre, très élancé et absolument terrifiant, et on voit que Nihlodok c'était quand même ce type, ce giga bon gars sûr qui avait finalement sauvé Falco et Gabi, qui leur avait permis de se retrouver et qui les avait laissés en vie. C'était lui qui leur avait dit allez vivre, des gamins n'ont pas la place dans un champ de bataille, et c'est dans ce même champ de bataille que Gabi vient tuer Nihlodok. Ce personnage-là aura servi un altruisme constant, que ce soit vis-à-vis d'Erwin, que ce soit vis-à-vis de Gabi. Tout ce qu'il aura fait, c'est aider les gens, et dans l'attaque des titans, aider les gens, c'est pas le beau rôle. 巨人に地上を支配される前、人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。お主はどう思うかの？その強大な敵にここまで追い詰められた今でも一つになったとは言い難い状況だと思いますので。ああ、そろそろ一つにならんとな。戦うことも難しいじゃろうて。 Le deuxième titan, c'est forcément le commandant des Roses, Dot Pixis. On se rend compte alors que ça y est, tous les commandants des 3 divisions, vous savez, Rose, Licorne et Elle, bataillon d'exploration, brigade spéciale et brigade des murs, les 3 commandants sont morts. Il n'existe plus aucun commandant de division, ce qui fait déjà d'Angie Zoé la plus haute gradée de cette institution militaire qui s'écroule. Mais surtout ici, la mort de Dot Pixis est tellement émouvante parce que Armin le dit. Si aujourd'hui l'humanité en est là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, à Trost, qui avait sauvé Armin, Eren et Mikasa, qui disait mais regardez le magnifique salut qu'il vous fait. C'est lui qui avait cru en la toute première personne de l'humanité qui se transformait en titan. Il s'est dit, ok, on a une chance, il fait partie de ces cerveaux, de ces espoirs de l'humanité, comme Erwin, qui ont fait des paris. On combat des monstres, on va avoir besoin de monstres, c'est n'importe quoi, c'est vrai, c'est n'importe quoi de faire confiance à une telle chose. Et pourtant on va le faire, on se rappelle de son discours atroce. Ce que vous allez faire, c'est protéger un titan, pour combattre les titans. Il avait un tour d'avance sur l'humanité comme Erwin, et donc si aujourd'hui l'humanité en est là, si Armin est vivant, c'est grâce à lui. Et donc merci commandant, merci pour tout ça. Il le savait, il s'est pas retenu de boire de l'alcool parce qu'il a toujours aimé ça, et donc il part dans sa gloire, dans son petit moment à lui. C'était Dot Pixis. Shirei. ピクシス司令、起きてください。ここで寝たら体壊しますよ。いつの間にこんなに飲んで。 Pixis est directement inspiré de toute manière de toutes ces figures militaires avant-gardistes qui ont fait vraiment du monde ce qu'il est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'instances comme ça au fil de l'histoire, de gens, de militaires surtout, ils arrivaient à voir un petit peu plus loin, et c'est terrifiant, et c'est pour ça que Pixis, ce qu'il fait, ça s'est passé dans notre monde. C'est vraiment des choses comme ça qui sont déroulées des moments très très précis, comme par exemple lorsqu'il a pris du coup le bras de son homme, et qui s'est dit mais non,
juste non, le fais pas parce que regarde le salut, et en plus le salut il est basé sur l'humanité. Finalement c'était quelque chose de le plus pur qui pouvait être fait, et quand on voit aujourd'hui qu'on sait plus quoi faire avec les hommes, quoi faire avec les titans, et qu'il faut juste penser à l'humain en tant que race et se dire il faut se protéger nous en tant que nation unie dans le monde entier, nous, et finalement, ben c'était ça. Ce qu'il avait touché, il s'était dit, ces gens-là, si vraiment, même aujourd'hui, le message est toujours d'actualité, si ce message-là, qui est juste le salut sur le cœur, à savoir je défends l'homme en tant que être vivant, eh bien, il pouvait que avoir raison. Donc je vais l'écouter. おい、真面目にやっとるのか？ほれ、また世の勝利だぞ。貴様はとんと上達せんな、ピクシス。どう巨人に勝つつもりだ？ピクシス司令伝令です。なんだ貴様、無礼な。ドロストクに超大型巨人が出現。開閉扉が破壊されました。こりゃうまい酒ですな。 On se rappelle avec émotion de sa toute première apparition chez la noblesse, il se levait et il partait directement pour protéger l'humanité. C'était son but comme Erwin Smith, tout ce qu'il faisait c'était dans le but d'aider et de protéger l'humanité des murs, jusqu'à la toute fin où il aura protégé la nouvelle génération et il se sera mis lui-même de côté parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de vivre, de boire. The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you? Et le troisième titan, quand même encore plus humain que les deux autres, c'est celui de Bob Odenkirk, acteur américain qui a joué dans les séries entre autres Breaking Bad et Better Call Saul, à savoir le personnage très très connu de Saul Goodman, un personnage absolument adoré par Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, d'autant plus que Breaking Bad est la série préférée de l'auteur, une série qu'il juge parfaite de par son aspect déjà fini, c'est-à-dire que pour lui la série est parfaite parce qu'elle a décidé de se terminer quand il fallait, ce qui est très important pour la fin du manga, et d'autant plus parce que le personnage principal de Walter White représente tout à fait celui d'Eren Yeager, à savoir la figure de l'anti-héros. I liked it. Le grand terrassement poursuit son cours et on se rend compte que les titans purs ne sont pas contrôlés étonnamment par Sig Yeager, Yelena le dit elle-même. On repense donc à la fois où Eren, qui n'est pas de sang royal, avait pu, grâce à l'originel et en touchant Dina, qui n'avait pas sa volonté, contrôler les titans purs. On peut donc imaginer que, ici, ni l'un ni l'autre, ni Eren ni Sig, ne peuvent contrôler ces titans. Sig ne le fait pas pour attaquer l'humanité, et comme le dit Armin, Eren ne contrôle pas les titans pour protéger ses amis. Donc, on voit bien qu'il y a un conflit toujours dans le chemin, on ne sait pas encore exactement ce qui se passe. Mais du coup, on peut en déduire alors que Sig n'est pas tout à fait inconscient, puisque s'il était comme sa mère, eh bien Eren pourrait contrôler les titans et les empêcher d'attaquer Armin, Mikasa et les autres. Nous arrivons à la fin de l'histoire de l'attaque des titans, une fin qui est représentée même par un coucher de soleil. Ça y est, on arrive à la fin de cette journée et le grand terrassement, lui, poursuit son cours, va arriver jusqu'à la mer, là où il y a quelques années, celui qui le contrôle pointait du doigt l'horizon et se demandait si exterminer tous ses ennemis lui donnerait enfin sa liberté.